Je m'appelle donc Dr Papa Alioune Sow, je suis directeur du programme undergraduate de l'Institut supérieur de management de Thiès. Donc aujourd'hui, nous démarrions donc la 4e édition du Forum de l'entrepreneuriat, forum auquel nous avions convié le directeur de l'emploi qui nous parlait donc de la nouvelle politique de l'emploi de l'État du Sénégal. Il était accompagné dans cela du directeur général de l'Agence régionale de développement, Dr Omar Faye, qui a donc insisté sur la notion de territorialisation, mais également sur les problèmes liés aux premiers demandeurs d'emploi, en tout cas à la première demande d'emploi. Nous avons donc dans un deuxième temps également entendu le DRH, M. Malik Diaw, de l'école polytechnique de Thiès, qui a bien voulu évoquer donc avec nous la question des techniques de recherche d'emploi liées donc au droit du travail. Donc voilà en gros ce que nous avons eu comme activité aujourd'hui, qui marque donc le premier jour de cette 4e édition du forum. C'est Dr Omar Faye, je suis le directeur de l'Agence régionale de développement de Thiès. On était venu ici au niveau du forum de l'entrepreneuriat de l'ISM pour partager avec les étudiants, avec le personnel, ces moments sur les questions de l'emploi et de l'employabilité des jeunes diplômés. Et on en a profité, au-delà de l'excellente présentation qui a été faite par le directeur de l'emploi, Cheikh Ahmed Abdoul Gueye, de parler de la territorialisation de l'emploi, en insistant sur un dispositif qui a été mis en place dans les territoires pour accompagner l'emploi et l'employabilité des jeunes. Et ce dispositif s'appelle dispositif territorial de premier emploi. C'est un dispositif qui vise à accompagner les primeurs demandeurs d'emploi pour leur permettre de saisir les opportunités qui sont offertes dans le cadre des stages. Il s'agit effectivement, à travers ce dispositif, de voir comment développer l'employabilité des jeunes. Parce que fondamentalement, c'est l'employabilité qui prépare à l'emploi. Il s'agit donc dans ce dispositif de croiser l'offre de stage et la demande de stage, en commençant d'abord par l'identification des entreprises, par une cartographie, par une analyse des besoins des entreprises, surtout en termes de ressources humaines, de définir des profils donc des entreprises ont besoin et de lancer un appel à candidature pour que les jeunes qui ont ces profils-là puissent effectivement compétir. Et ce qui est important dans le cadre de ce dispositif de territorial de premier emploi, c'est de se dire que ce n'est pas nous autres, membres du dispositif, qui choisissons en fait les jeunes. C'est les entreprises qui choisissent les jeunes. Donc le dispositif met à la disposition de l'entreprise en 3 et 5 CV. Et c'est l'entreprise qui, après un entretien, choisit effectivement le ou les jeunes diplômés à insérer dans son entreprise. Et ça, je crois que c'est une initiative extrêmement importante qui est accompagnée par le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique pour effectivement permettre aux jeunes, surtout pour les primo-demandeurs d'emploi, de saisir les opportunités qui sont offertes par le marché du travail. Merci beaucoup. Je suis Cheikh Ahmed Abdoul Gueye, directeur de l'emploi du ministère de l'Emploi et formation professionnelle et technique. Nous avons ñëwoon ci ndaje bu am solo bii nii fi forum entrepreneuriat ISM Thiès bi nga xam ne administration bi moo ñu ci invité ñu ñëw partager sur politique nationale de l'emploi bu bees bi nga xam ne état du Sénégal daf ko tëgg pour xëyu ndaw ñi jox ay opportunité xale yi nga xam ne dañuy ñëw ci marché du travail bi di wut liggéey. Nous sommes contents de ci teewaay bi ci présentation bi ñu def avec toute l'administration et les étudiants surtout pour étudiants yi waxtaan ak ñoom wax leen opportunité yi am possibilité yi am ak nan lañ mën a def aussi pour bénéficier wu ci opportunité yi possibilité yooyu ñu kontaan ci lool ci ñëw bi ak waxtaan bi ñu fi waxtaan ak xale yi nga xam ne moo ñooy étudiant ISM yi am leen di gërëm di leen sant. Donc madame la directrice, Madame, Messieurs les enseignants, Messieurs les invités, chers étudiants, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole aujourd'hui dans le cadre de cette 4e édition du Forum de l'entrepreneuriat de l'ISM de Thiès. Je voudrais d'abord remercier chaleureusement le groupe ISM pour cette invitation, mais aussi saluer la pertinence du thème retenu cette année, auto-emploi et start-up comme levier face au chômage des jeunes.
J'ai accueilli avec une profonde gratitude votre invitation dans un contexte particulier du pilotage des politiques publiques d'emploi au Sénégal, l'adoption de la nouvelle politique nationale de l'emploi et la signature de la nouvelle convention État-employeur. Je rappelle que le Sénégal ne disposait pas de politique nationale de l'emploi depuis 1997. Donc la dernière politique de l'emploi qui a été adoptée au Sénégal, c'est en 1997. Et la dernière convention État-employeur qui était mise en œuvre au Sénégal aussi, c'était en 2000. Donc aujourd'hui, l'État du Sénégal est en train d'activer en tout cas les instruments pour gérer véritablement les questions d'emploi au Sénégal. Et activer les instruments, il y a deux instruments comme je l'ai rappelé. C'est d'abord une politique nationale de l'emploi qui structure en tout cas toutes les interventions en termes d'emploi et d'insertion, mais aussi avec son bras opérationnel, la convention État-employeur. La convention État-employeur étant un dispositif à frais partagés qui permet à l'État du Sénégal de soutenir des entreprises en plaçant des jeunes en termes de stage, mais aussi en termes de CDD, pour développer les compétences des jeunes dans la pratique, mais aussi développer l'entreprise en mettant à sa disposition des ressources humaines de qualité qui puissent contribuer véritablement à ce développement-là. Donc ce thème est profondément actuel. Il nous interpelle collectivement parce qu'aujourd'hui, parler de la jeunesse du Sénégal, c'est inévitablement parler d'emploi, d'insertion, de dignité, mais aussi d'espérance. L'emploi n'est pas seulement une question économique, il touche à la stabilité sociale, à la confiance des jeunes en l'avenir et à la cohésion nationale et même à la souveraineté d'un pays. Mais permettez-moi de commencer cette intervention par une conviction qui est forte en moi. Nous devons apprendre à parler de l'emploi autrement. Depuis des années, le débat sur l'emploi est dominé par les mêmes mots: chômage, précarité, informalité, difficulté, manque d'opportunités. Les statistiques nous rappellent régulièrement les tensions du marché du travail, un niveau élevé de sous-emploi, une forte proportion de jeunes qui sont ni en emploi, ni en études, ni en formation, une informalité qui concerne l'immense majorité des travailleurs. Ces réalités existent, elles sont sérieuses et personne ne doit les minimiser. Cependant, à force de ne parler de l'emploi qu'à travers ces difficultés, nous avons parfois fini par construire un discours, un récit de découragement. Or, une nation ne peut pas bâtir son avenir sur une jeunesse qui doute constamment de ses possibilités. La vraie question est donc peut-être la suivante: et si le problème n'était pas seulement l'emploi lui-même, mais aussi la manière dont nous en parlons? Parler de l'emploi autrement ne signifie pas nier les difficultés. Cela signifie changer le centre de gravité du récit, passer d'un discours d'un manque à un discours de potentiel, passer d'une logique de fatalité à une logique de transformation, passer d'une vision où le jeune est uniquement perçu comme un demandeur d'emploi à une vision où il devient aussi créateur de valeur, un innovateur, un acteur économique. Et tout à l'heure, Madame la directrice parlait de l'entrepreneuriat. Et je pense que les représentations que les jeunes ont des questions d'emploi affectent véritablement les possibilités qu'ils se donnent pour avoir de l'emploi. Parfois, il y a des représentations, des perceptions, mais des perceptions parfois qui sont justes, mais souvent qui sont décalées de la réalité. Et nier véritablement que vous avez les potentiels nécessaires pour avoir de l'emploi, vous avez les ressources, vous avez les skills nécessaires, c'est véritablement créer des contraintes à l'obtention de réelles opportunités et de réelles possibilités de l'emploi. Et je pense que pour commencer, il faut déconstruire ce discours et essayer de parler et de voir l'emploi autrement. Car un jeune sans emploi aussi, aujourd'hui, n'est pas un jeune sans compétences. La preuve, vous êtes pratiquement en 3e année et d'ici quelques mois, vous serez véritablement diplômé et prêt à être employé. Ni un jeune sans avenir. C'est parfois un jeune en transition, un jeune qui cherche sa voie, un jeune qui porte une idée encore invisible, un jeune qui a besoin d'accompagnement, de confiance et d'opportunité.
Et c'est précisément dans cet esprit qu'a été élaborée la nouvelle politique nationale de l'emploi du Sénégal 2026-2024. Donc, la politique de l'emploi qui a été nouvellement élaborée, validée et adoptée va être déroulée donc, dans cet échelon de date de 2026 à 2034. Donc, cette nouvelle politique marque une rupture importante dans la manière de penser l'emploi dans notre pays. Pourquoi une nouvelle politique nationale de l'emploi? Tout simplement parce que pendant longtemps, le Sénégal a développé de nombreux programmes et initiatives en faveur de l'emploi, mais souvent de manière fragmentée. Ça veut dire que beaucoup d'opportunités, depuis la dernière politique nationale de l'emploi en 1997, beaucoup d'opportunités ont été développées, des possibilités ont été offertes. Mais ces possibilités-là n'ont pas été des possibilités autant structurées, autant encadrées, parce qu'il n'y avait pas une vision. Parce qu'une politique nationale de l'emploi, c'est une vision, c'est une stratégie qui se décline aussi en action opérationnelle. Et si on n'a pas véritablement ce cadre structurant, on fait beaucoup d'initiatives, mais des initiatives fragmentées, parfois qui créent des doublons, parfois qui créent des chevauchements, mais des initiatives qui ne concourent pas à l'obtention d'un objectif réel de création massive d'emplois. C'est pourquoi une politique nationale de l'emploi, elle est importante parce qu'elle structure toutes les interventions et elle permet d'avoir une visibilité, une lisibilité aussi par rapport à ces interventions-là. Donc nous avons créé des structures, l'État a créé des structures, des projets, des mécanismes de financement, des dispositifs d'insertion, mais malgré tous ces efforts, les résultats sont restés insuffisants face à l'ampleur de la demande sociale. Avant l'élaboration de la politique nationale de l'emploi, on a fait un diagnostic pour voir l'état des lieux. Parce qu'on ne pouvait pas venir tout simplement débuter automatiquement par une élaboration d'un document de politique nationale de l'emploi. Il fallait faire un état des lieux pour voir l'existant au niveau du marché du travail du Sénégal. Comment le marché du travail est structuré? Quels sont les secteurs aujourd'hui qui gouvernent véritablement ce marché du travail-là? Quelles sont les contraintes que les jeunes rencontrent dans ce marché du travail-là? Quels sont les obstacles, etc. Donc, pour avoir véritablement un angle, un point de vue clair, objectif et lucide sur le marché du travail sénégalais avant d'élaborer une politique nationale de l'emploi. Donc, nous avons commencé par ce diagnostic-là. Mais ce diagnostic a révélé certaines dynamiques du marché du travail que nous pouvons citer ici. Par exemple, une fragmentation des interventions. Il y a beaucoup d'interventions, mais les acteurs qui sont dans cette intervention-là ne parlent pas. Les structures aussi, qui sont responsables de ces interventions-là, parfois ne dialoguent pas. Et ça crée un énorme problème en termes de suivi, en termes de coordination, mais aussi en termes de déploiement opérationnel et concret. Donc des difficultés de coordination, une faible territorialisation, nous allons en revenir tout à l'heure, des politiques publiques, une insuffisante anticipation des métiers du futur, parce qu'aujourd'hui l'économie a changé. Avec par exemple l'intelligence artificielle, beaucoup de dynamiques d'emploi du point de vue du marché du travail vont évoluer. Et ça aussi, c'est des aspects à intégrer dans l'élaboration de toute politique nationale de l'emploi. Mais aussi une inadéquation persistante entre certaines formations et les besoins réels du marché du travail, communément appelée inadéquation des compétences. Parce que le plus souvent, on peut acquérir des compétences, mais est-ce que ces compétences-là, du point de vue de la demande, est-ce que ces compétences-là, l'économie véritablement, le marché du travail en a besoin? Ça aussi, c'est des questions parfois qui se posent et qui ont été traitées au niveau du diagnostic sur le marché du travail qu'on a fait en prélude de l'élaboration de la politique nationale de l'emploi. Au travers de l'agenda national de transformation Vision 2050, qui fait de son axe de capital humain de qualité et équité sociale un pilier important. En effet, le capital humain, tel que le définit Gary Becker, est l'ensemble des capacités productives, connaissances, savoir-faire et expériences accumulées par un individu qui augmente sa productivité future et ses revenus. Il est donc un conscient important pour la construction d'un Sénégal souverain, juste, prospère et ancré dans des valeurs fortes.
La formation de ce capital humain se fait aussi dans les territoires. À ce niveau, les écoles de formation ont largement devancé l'État en rapprochant la formation des demandeurs dans les territoires. Et l'ISM, notamment celui de Thiès, est un pilier important dans l'atteinte de cette stratégie numéro 2, en mettant à la disposition du pays des produits de qualité qui rayonnent dans les administrations et dans le privé. Les sortants de l'ISM et ceux des universités, des écoles et des instituts de formation sont confrontés à une question lancinante, et le directeur l'a dit. Est-ce que je pourrais avoir un emploi après ma formation? Quelles sont les opportunités que je pourrais saisir dans mon environnement immédiat, dans le territoire où j'habite? Et effectivement, c'est une problématique que le directeur de l'emploi a très largement abordée. La finalité de la formation étant l'insertion, il faut, comme il l'a dit, que l'État adresse aussi cette question dans les territoires, d'où le changement de paradigme de la territorialisation des politiques publiques. Cette approche signifiant, comme il l'a précisé, qu'il faut envisager la construction du développement par l'exploitation des potentialités des territoires en mettant les acteurs territoriaux au cœur du dispositif. Potentialité, la région de Thiès en regorge assurément, et il en a parlé. En effet, comme il l'a dit, la région de Thiès est la première région en matière de production de légumes, horticulture. Première région en matière de pêche artisanale. Première région dans le secteur du tourisme. Deuxième région au niveau industriel. Et première région quant à l'exploitation des ressources minérales. Deuxième région en matière d'arboriculture. Et la région de Thiès est aussi un hub en matière de transport terrestre, ferroviaire, maritime et maintenant transport aérien. Oui, les potentialités sont là. Ces positionnements devraient permettre, en amont comme en aval, de générer beaucoup d'opportunités, notamment dans la création de petites et moyennes entreprises et d'emplois. Cependant, il est constaté, comme il l'a dit, un déficit entrepreneurial pour accompagner ces atouts de la région, mais aussi une faiblesse du dispositif de promotion des initiatives en matière de création d'entreprises. Il s'agira donc d'accompagner le développement des initiatives entrepreneuriales dans les régions, mais aussi des entreprises pour absorber ces ressources humaines de qualité qui est formée dans les territoires. Et si nous sommes convaincus que l'entreprise est le principal moteur de la politique d'insertion des jeunes et de réduction du chômage, comme l'a dit le directeur, il faudra surtout que l'État territorialise davantage les structures d'accompagnement et de promotion des entreprises pour que ces structures soient au plus près des entreprises dans les territoires. Sans entreprise forte, point d'emploi stable et pérenne. Et c'est cela qui permettra le développement d'un véritable marché du travail avec une confrontation d'une offre de travail et une demande de travail. Mais dans les faits, ce marché souffre d'une véritable asymétrie d'information pour les primeurs demandeurs d'emploi, et le directeur en a largement parlé. L'asymétrie d'information étant cette situation dans laquelle les demandeurs d'emploi ne sont pas bien informés sur les opportunités qu'offre le marché du travail. Pour corriger cette situation, l'État, par le biais du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle et technique, travaille dans la territorialisation de l'emploi en accompagnant le dispositif territorial de premier emploi. En fait, c'est quoi le dispositif territorial de premier emploi? D'abord, préciser que le dispositif territorial de premier emploi, que l'on appelle DTPE, n'est pas une structure de plus sur le champ de l'insertion. Il n'est pas en concurrence avec les structures qui travaillent dans le domaine de l'emploi. En effet, le DTPE investit le créneau de l'employabilité, c'est-à-dire préparer les jeunes primo-demandeurs d'emploi à renforcer de manière pratique leurs compétences pour affronter avec beaucoup plus de chances de succès le monde du travail. C'est l'employabilité qui prépare à l'emploi. À la question de savoir ce qu'est le DTPE, je vais être empirique. Je prends juste un exemple. Jean et Fatou sont deux jeunes
tous enthousiastes d'avoir terminé leur formation à l'ISM. Et naturellement, avec beaucoup d'espoir, ils demandent des stages dans les entreprises. Les demandes sont déposées, mais pas de réponse. Le temps avance, toujours point de réponse. Les demandes déposées se font de plus en plus rares parce que le découragement commence à les guetter et l'enthousiasme de diplômés s'étiole petit à petit. Et c'est là où intervient le dispositif territorial de premier emploi afin d'assurer la rencontre entre la demande de stage des jeunes diplômés et l'offre de stage des entreprises. Le DTPE est maintenant implanté dans les 14 régions grâce au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment avec le projet qui est coordonné jusqu'à présent par le directeur de l'Emploi, le PGF, Programme d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes formées. Et c'est ce projet qui a permis d'élargir le dispositif territorial de premier emploi dans les 14 régions. Et merci directeur pour le travail important qui a été fait, notamment, non seulement dans le cadre du PGF, mais surtout dans le cadre de la territorialisation de la politique de l'emploi. Les entretiens. Je vais faire un glissement directement avec la question du droit. Le glissement, c'est quoi? C'est que celui ou celle qui est convoqué en entretien, qui réussit, effectivement, va devoir rejoindre sur la base d'une relation contractuelle. Alors, c'est quoi cette relation contractuelle? Donc, plusieurs opportunités s'offrent à lui. Et ce sont des opportunités d'intégration de l'entreprise. Soit c'est un contrat de stage qui est proposé, soit ça peut être un contrat CDD, soit même un contrat CDI ou un contrat d'engagement à l'essai qui est censé accompagner les autres. Je vais essayer brièvement de vous donner les contours de ces contrats, parce que c'est vrai qu'il est utile de faire un éclairage de ces contrats pour dire que le premier éclairage, c'est qu'il n'y a pas d'échelle des contrats, comme nombre le pensent, qui croient que pour avoir un CDI, il faut d'abord avoir un contrat de stage, après un CDD, avant d'avoir un CDI. Cette échelle d'évolution des contrats n'est pas juridiquement encadrée. C'est des options. Cela veut dire que rien n'interdit à une entreprise de recruter directement un salarié en CDI. Alors, sur la question du stage, nous avons un décret depuis 2015 qui encadre la question du stage, qui est peut-être par excellence la question qui intéresse en priorité tous ceux qui sont dans les écoles de formation. Parce que pourquoi le stage? Parce que le stage est un apprentissage professionnel. Donc les expériences que nous tirons de la période des stages sont des expériences qui seront valorisées sur le CV et qui sont considérées comme expériences en bonne et due forme. Le contrat de stage est encadré, c'est un contrat aujourd'hui depuis la loi de 2015, le décret de 2015, qui peut aller sur une durée de 2 ans, renouvellement inclus. Cela veut dire qu'un stagiaire peut être pris sur une période maximale de 2 ans, renouvellement inclus. Mais ce que le décret donne comme avantage aux stagiaires depuis 2015, il y a 2 avantages que les stagiaires ont depuis 2015. C'est que le stagiaire a d'abord une allocation mensuelle, obligatoirement. Une allocation mensuelle qui est égale au SMIC appliqué au poste en question. Vous savez, on n'est jamais stagiaire, point. On est toujours stagiaire en qualité de quelque chose. Parce que j'ai l'habitude de voir stagiaire. Quand on est stagiaire, c'est parce qu'on occupe un poste. Et même quand vous le mettez sur un CV, vous n'allez pas mettre stagiaire à l'entreprise A. Stagiaire en qualité de. Vous avez occupé un poste. Et comme je dis, le poste en question a obligatoirement une catégorie, parce que dans le recrutement, à chaque fois qu'on le prépare, le poste est rattaché à une catégorie. Et à chaque catégorie est rattaché à un salaire de base. Donc ce salaire de base demeure être l'allocation minimum que le stagiaire doit avoir sur un contrat qui peut aller jusqu'à 2 ans, comme je dis, au plus. L'autre avantage que gagne le stagiaire, c'est l'allocation de congé, et le congé en tant que tel. La loi précise, ce même décret précise
que le stagiaire a droit au congé annuel au même titre que les permanents. Ça veut dire quoi? Cela veut dire qu'un stagiaire a droit à un congé. Dans la pratique, il peut arriver, parce que pour bénéficier d'un congé, officiellement, vous devez effectuer au moins 12 mois de service effectif. Mais s'il arrive que le stagiaire fasse 6 mois chez vous, cela veut dire que durant ces 6 mois, il n'a pas pris de congé. Mais cela veut dire aussi qu'à la fin de ces 6 mois, il a droit à ce qu'on appelle une indemnité compensatrice de congé. Parce que le congé qu'il n'a pas pris sera rémunéré en dernier lieu dans son solde de tout compte. Donc c'est deux avantages que le décret de 2015 précise sur le stage et qui, bien avant, était encadré par un grand vide juridique. Sinon, nous avons aussi le contrat d'engagement à l'essai. Généralement aussi, au sortir des entretiens, c'est rare qu'on ne procède pas à l'essai. Parce que pour le recruteur, l'essai est une continuité du processus de recrutement. L'essai, c'est un des rares contrats qui n'est pas encadré par un préavis de rupture. C'est sa particularité d'ailleurs. On peut rompre un essai quand on veut, des deux côtés. L'employeur peut demander à l'employé d'arrêter l'essai, comme l'employé peut se rendre compte que ce n'est pas l'entreprise de ses rêves et peut décider de rompre la période d'essai. Ce qu'on précisera juste, c'est la durée. Un essai pour un salarié qui n'est pas cadre peut aller jusqu'à 1 mois renouvelable une fois. Pour les agents de maîtrise, c'est un essai de 2 mois renouvelable une fois. Et pour les cadres, ce sera un essai de 3 mois renouvelable une fois. Mais retenez qu'en tout cas, la particularité du contrat d'essai, c'est que c'est le rare contrat pour lequel la rupture n'est pas subordonnée à une période de préavis. L'autre contrat que peut avoir la personne qui est venue répondre à un entretien, c'est un CDD, qui est assez classique, lui, et précis. Un CDD, c'est un contrat qui dure maximum 2 ans et qui est renouvelable une fois. À côté, il y a des CDD qu'on appelle des CDD d'exception, qui sont soit liés à un ouvrage ou liés à un projet. Lorsqu'un CDD est lié à un projet ou lorsqu'il est lié à un ouvrage, sa fin est dictée par la fin du projet ou la fin de l'ouvrage. Donc cela veut dire que ça peut dépasser 4 ans. Par contre, pour un CDD classique, la durée maximale demeure être 4 ans, c'est-à-dire 2 ans, renouvelable une fois. Et la réglementation précise, à travers même l'article L41 du Code du travail, que nul ne peut faire plus de 2 CDD dans une même entreprise. La rupture du CDD, elle, est une rupture aussi encadrée. Parce qu'il faut comprendre que le CDD ne nécessite pas la démission. Par exemple, la démission n'est pas autorisée en CDD. Parce que c'est un contrat qui est conclu pour arriver à terme. Quand on est dans un CDD, les ruptures anticipées sont encadrées. 3 cas de figure. Soit c'est une faute lourde commise par le salarié, soit c'est une rupture à l'amiable, soit un cas de force majeure. Donc la réglementation elle-même prévoit les modalités de rupture du CDD et l'accompagne par une indemnité de précarité. Parce que la fin d'un CDD rend obligatoire une indemnité de précarité. C'est-à-dire à la fin de votre CDD, si votre contrat n'est pas renouvelé, vous avez droit à une indemnité de précarité qui est égale à 7% de toutes les sommes brutes perçues durant le contrat. Si c'est quelqu'un qui a un contrat de 2 ans et qui a 100 000 par mois, ce sera 2 400 000 fois 7%. C'est ça l'indemnité de précarité, qu'on appelle aussi indemnité de fin de CDD. Mais cette indemnité, il y a les seuls cas où cette indemnité n'est pas due, n'est pas donnée, c'est lorsque vous êtes recruté en remplacement de. Par exemple, rien n'interdit une entreprise qui voit une femme qui remplace une femme en congé de maternité par un salarié en CDD. Ce salarié-là qui vient en remplacement
n'a pas droit à une indemnité de précarité. Celui aussi ou celle qui, à la fin du contrat, qu'on propose de prendre en CDI et qui refuse, n'a pas non plus le droit à une indemnité de précarité. Donc c'est deux cas qui excluent carrément le droit au bénéfice de cette indemnité et qui fait que c'est un contrat assez particulier. Le dernier, peut-être le plus envié, le plus connu, c'est le CDI. C'est un contrat, lui, qu'on peut vous proposer aussi à l'issue des entretiens, mais un contrat qui est censé prendre fin, entre guillemets, parce qu'on dit indéterminé, mais en réalité, c'est un contrat qui est déterminé par la retraite, et avec tous les cas de figure possibles en termes de rupture et autres. Donc, je crois que je vais m'en limiter là pour ne pas tirer en longueur, et peut-être laisser, si possible, le soin à d'éventuels éclairages par rapport aux questions qui seront posées. En tout cas, merci de votre aimable attention.